Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette première vidéo de physiologie cardiovasculaire, nous allons voir certaines généralités concernant cette matière, mais aussi on va voir quelques détails concernant le sang. Donc déjà pour commencer, on va voir les différents types de vaisseaux qu'a le corps humain. Donc on a les artères qui sont donc de gros vaisseaux qui partent du cœur. Donc ils prennent leur origine à partir du cœur et qui le quittent. Pourquoi? Pour l'envoyer vers le corps ou bien vers les poumons. Donc ces artères, elles sont élastiques et musculaires. Pourquoi élastiques? Parce que c'est le premier type de vaisseau qui se trouve après le cœur, et donc le débit y est important parce que le cœur vient juste d'expulser le sang du cœur, donc la puissance avec laquelle ça va sortir va être grande. Il faut que ces artères puissent donc résister via cette élasticité. Et à quoi elles servent? Elles servent à la distribution du sang, donc elles vont emmener le sang vers le reste du corps. Puis ensuite on a les artérioles. Les artérioles, ce sont des artères, donc toujours artère ou bien veine, c'est toujours par rapport, est-ce que ça part du cœur et donc c'est une artère, ou bien ça vient vers le cœur et donc c'est une veine. Donc on a les artérioles, elles sont résistantes. C'est un secteur résistif, riche en cellules musculaires lisses. Les capillaires à présent. Les capillaires, c'est là où se rencontrent les artérioles et les vénules. Donc les capillaires, c'est un endroit pour les échanges. Par exemple, ces capillaires, on en retrouve beaucoup dans les poumons. Pourquoi? Pour que les globules rouges, pour que l'oxygène entre vers les globules rouges et pour que le CO2 quitte les globules rouges vers l'air des poumons. Concernant les vénules, elles viennent juste après les capillaires, donc elles ont un rôle de collection, donc ils sont collecteurs. Pour les veines qui sont des vénules mais qui sont de plus grosse capacité, elles ont donc une propriété capacitive, donc elles peuvent stocker en quelque sorte le sang et donc ça sert en tant que réservoir. Donc dans les organes, on a les artères, donc ces artérioles, ces capillaires et ces vénules constituent la microcirculation parce que c'est tout petit. Donc le système circulatoire. Nous avons en fait deux types de circulation. Et pourquoi on en a deux? Parce que tout simplement on doit bien faire circuler le sang dans le corps. Mais pourquoi déjà on le fait circuler? C'est parce que ce sang devient déjà pollué, donc il faut le nettoyer, mais aussi et principalement parce qu'il faut donc lui fournir de l'oxygène, parce que les cellules consomment l'oxygène qu'il y a dans ce sang riche en oxygène, et donc il devient pauvre en oxygène, puis passe dans les veines, puis retourne dans le corps. Donc il faut donner de l'oxygène à ce sang. Et donc c'est pour ça que le sang passe à travers les poumons, prend de l'oxygène via le poumon, puis retourne dans la circulation. C'est pour ça qu'on a besoin de deux circulations, une qui va passer dans le corps et une qui va passer donc à travers le poumon pour l'enrichir en oxygène. Donc cette grande circulation, elle commence
Donc là, ça dépend où elle commence, où elle se termine. Ça dépend si on considère l'origine comme étant les ventricules et les auricules ou bien directement les artères, comme on va le voir plus tard. Donc la grande circulation commence du ventricule gauche. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va expulser le sang riche en oxygène dans l'aorte. Voilà. Puis ça va faire le tour du corps et ça va se terminer dans l'oreillette droite, qui est le premier endroit où qui est rencontré par ce sang après la veine. Donc le débit cardiaque, ça c'est juste une relation à apprendre. Pour la petite circulation, ça va du ventricule droit, qui va éjecter le sang pauvre en oxygène qui lui est venu d'ici. Attendez, ce schéma il est mieux. Donc la petite circulation, elle commence du ventricule droit qui va expulser le sang pauvre en oxygène vers les poumons, n'est-ce pas, pour qu'il soit enrichi. Et puis des poumons, ça va repasser dans le cœur. Et le premier endroit rencontré, c'est l'oreillette gauche. Et donc cette petite circulation, elle est du ventricule droit vers l'oreillette gauche. Donc le débit cardiaque c'est le volume d'éjection ventriculaire, c'est-à-dire le volume qu'éjecte le ventricule fois la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements que fait le cœur par minute. Au repos, on a 5 à 6 litres de sang qui est éjecté par minute. Donc ça c'est le débit cardiaque. Et il augmente durant l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plus d'énergie, plus d'oxygène, etc. Et en passant, ce débit cardiaque, il est de 3 à 4 fois ce qui est vraiment nécessaire pour la vie. C'est-à-dire qu'on pourrait survivre avec juste 1,5 litre par minute. Et bien sûr, pour une personne de 70 kg par exemple, elle a environ 5 litres de sang. Et donc, le fait que le débit cardiaque soit de 5 à 6 litres par minute, c'est-à-dire que le sang parcourt tout le corps en 1 minute. Et donc, ça c'est au repos, bien sûr. Pendant l'exercice, ça augmente beaucoup. Donc, on doit aussi connaître la pression. Il faut savoir que les mouvements du sang se font grâce aux différences de pression, qui est élevée dans le secteur artériel, et donc ça va pousser le sang, et qui est faible et qui est basse dans le secteur veineux, et donc ça va pomper le sang, ça va attirer le sang. Et c'est ainsi qu'on a ça qui pousse le sang, les artères qui poussent le sang, donc ça part, puis les veines qui aspirent le sang, et ça aide à cette circulation comme ça. Donc le débit cardiaque, on a une autre relation, c'est delta P, c'est-à-dire la variation de pression sur le rayon du vaisseau que traverse le sang. Ça aussi c'est juste une relation. Donc le débit est aussi égal à la surface de section qui est élevée dans le capillaire fois la vitesse qui est faible dans les capillaires. La pression artérielle moyenne, c'est le débit fois les résistances périphériques totales. Donc il faut apprendre ces relations. Donc pour la distribution du sang, on avait dit que les veines sont responsables du stockage. Donc on va retrouver 2 tiers du sang dans les veines et dans les vénules. On en a 7% seulement dans les capillaires. Il faut savoir que
la répartition du sang sur le corps varie selon notre exercice et selon nos besoins. Par exemple, mais quand même si ça varie, le cerveau, il doit avoir minimum 20% donc du sang total. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de 20% de l'oxygène total pour bien fonctionner, pour ne pas mourir. Donc, pareil un peu pour le cœur aussi, il doit maintenir un certain débit cardiaque nécessaire à sa survie. Pour ne pas, et pourquoi? Parce que le cerveau et le cœur sont sensibles à l'ischémie. L'ischémie, c'est le manque d'oxygène. C'est-à-dire que s'ils ont un manque d'oxygène, rapidement on aura la mort du tissu cardiaque ou bien cérébral, et ça peut entraîner de graves conséquences. Et pourquoi on a cette redistribution, donc ce changement de débit cardiaque local? C'est tout simplement parce que si par exemple on est en train de digérer, on a besoin de plus de sang dans les intestins, donc aux environs des intestins, pour pouvoir absorber les nutriments, pour que les cellules aient plus d'oxygène et d'ATP pour fonctionner. Pareil, si on fait de l'exercice musculaire, on a besoin de plus de sang dans les muscles pour bien donc fonctionner. Et comment se fait cette redistribution? C'est parce que les artères et les artérioles, etc., elles ont des cellules musculaires lisses. Et donc elles peuvent se contracter et donc laisser passer moins de sang, ou bien au contraire s'élargir et laisser passer plus de sang. Et c'est ainsi que une zone où il y a plus de besoin en sang, donc on aura plus de sang qui va passer par cette zone, et donc une meilleure vascularisation. À côté de cette circulation sanguine, il y a une circulation lymphatique. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Parce que lorsqu'il y a les échanges du sang avec les cellules, donc il y a par exemple voilà une cellule, voici un vaisseau sanguin. Ici on a des échanges qui se passent, mais pendant qu'il y a ces échanges, il y a des substances qui restent entre les vaisseaux et les cellules. Donc ce qui reste ici, il doit être remis dans la circulation sanguine, sinon on aura de grosses pertes, on risque d'avoir de l'eau qui s'accumule ici, et donc ça peut faire un œdème et ça cause des problèmes. Donc qu'est-ce qui va récupérer ces substances, cette eau qui va rester ici? C'est la circulation lymphatique. Donc la circulation lymphatique, ce sont plein de petits vaisseaux qui débouchent dans de plus grands vaisseaux, etc. Et donc le canal thoracique, qui est l'un des principaux gros vaisseaux lymphatiques, se débouche dans les veines sous-clavières. Et puis donc les veines sous-clavières, c'est un peu ici anatomiquement, et puis ça va passer dans la circulation sanguine à nouveau, et donc il n'y aura pas de perte. À présent, nous allons parler du sang. Le sang, c'est un liquide très important dans le corps. Il représente 7% du poids corporel. Donc 5 litres pour une personne de 70 kg, comme on a dit. Et dont 99% des cellules sont des globules rouges. Et donc ça représente 45% du sang, ces globules rouges. Par exemple, on a un petit flacon contenant du sang, on va avoir, donc voilà la moitié, voilà 45%, tout ceci on va retrouver
des globules rouges. N'est-ce pas? Et seulement donc 1% de toutes ces cellules qui sont 99%, seulement 1% ce sont des globules blancs. Globules blancs, ce sont principalement les cellules immunitaires. Et le reste ici qui ne contient pas de cellules, c'est du plasma. Pour les cellules du sang, elles sont donc fabriquées par la moelle osseuse, donc qui se trouve à l'intérieur de l'os. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire certaines cellules qui vont se différencier en d'autres cellules, etc. Puis on va obtenir nos globules rouges. On va obtenir les plaquettes aussi. Et d'autres choses qu'on va voir plus tard. Donc les plaquettes, ce sont des fragments de cellules de la moelle osseuse et qui vont participer dans la coagulation. C'est-à-dire que lorsque ces plaquettes s'accumulent dans un endroit, lors du besoin bien sûr, ou bien pathologiquement des fois sans qu'il y ait besoin, lorsqu'il y en a beaucoup, ça va empêcher la circulation de sang et ça va entraîner la coagulation. La coagulation étant cette solidification du sang qui n'est plus liquide. Donc les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Et à quoi servent ces globules rouges? C'est pour transporter l'oxygène. Et donc elles doivent avoir quelque chose qui fixe l'oxygène. Qu'est-ce que c'est? C'est le fer. Dans ces globules rouges, on retrouve le fer auquel va se fixer donc l'oxygène. Donc d'où nous vient ce fer qui se trouve dans les globules rouges? On peut en obtenir via l'absorption alimentaire, donc lorsqu'on mange. On peut en avoir via le déstockage dans le foie. Pardon, les érythrocytes, ce sont tout simplement les globules rouges. Érythro, ça veut dire rouge, et cyte, ça veut dire cellule, donc cellules rouges. Un autre nom des globules rouges, c'est aussi les hématies. Donc l'érythropoïèse, qui est la synthèse de ces érythrocytes, toujours ièse, c'est pour synthèse, donc cette érythropoïèse nécessite aussi la vitamine B12 et la vitamine B9 qui est l'acide folique, et sa production est contrôlée par l'érythropoïétine. Cette érythropoïétine stimule l'érythropoïèse. Et cette érythropoïétine, EPO, est sécrétée par le rein qui détecte l'ischémie. Donc ça c'est plus en détail dans le cours de physiologie rénale. Donc je répète, sa production est contrôlée par l'érythropoïétine qui est sécrétée par le rein qui détecte l'ischémie via l'hypoxia inducible factor, HIF. Donc cette HIF, donc il y a tout un processus qui va dire au rein comme quoi il n'y a pas assez d'oxygène, et donc comme quoi il faut synthétiser cette érythropoïétine pour qu'elle parte dans la moelle osseuse via le sang et pour qu'elle stimule la synthèse de globules rouges, et comme ça ça va plus transporter l'oxygène, et donc on aura plus ces problèmes d'ischémie. Donc en cas d'anémie, cette érythropoïétine est synthétisée,
et on aura plus d'érythropoïèse, et donc ça va augmenter la capacité de transport d'oxygène et ça va restaurer l'apport d'oxygène. Donc qu'est-ce que c'est que l'anémie? L'anémie, c'est quand il y a un manque de globules rouges. Que peut être la cause? On peut avoir l'hémorragie. Donc toujours ré, c'est pour l'écoulement, etc. Donc ragie, c'est un écoulement du sang. Là, hémo réfère au sang, donc un écoulement du sang hors du corps. Que peut être les causes d'anémie? On peut avoir aussi la destruction de ces globules rouges par les anticorps, par exemple, qui sont des molécules immunitaires qui attaquent les corps étrangers, mais elles peuvent parfois, dans des cas pathologiques, nous attaquer nous-mêmes. La diminution de cette érythropoïétine qui, on a dit, est synthétisée par le rein. Le manque de substances indispensables comme la vitamine B9, la vitamine B12 et le fer. Donc pourquoi? Parce que tout ceci entre dans la constitution du globule rouge. Et l'action de substances toxiques sur la moelle osseuse. Par exemple, des antibiotiques qui attaquent la moelle osseuse, ça va causer des problèmes de synthèse d'érythropoïétine, tout comme les anticorps qui attaquent la moelle osseuse, ça va aussi causer une anémie. À présent, on va parler de compatibilité sanguine. C'est ce dont vous avez souvent entendu parler, on dit le groupe A, le groupe B, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met du sang d'une personne de groupe B avec le sang d'une personne de groupe A? Donc on va voir ça tout de suite. Donc les globules rouges que j'ai représentés ici ont des glycolipides membranaires, c'est-à-dire des molécules qui sont faites de glucides et de lipides et qui se trouvent sur la membrane, bien sûr. Donc ces glycolipides agissent comme des antigènes, n'est-ce pas? Donc si par exemple la personne est de groupe A, elle aura un antigène A. Donc cette lettre qui est ici réfère tout simplement à l'antigène. Si une personne a un antigène de groupe A, il faut savoir qu'elle a un anticorps anti-B. Là, je vais mettre avec des sortes de dents pour dire qu'il va attaquer, et donc c'est un anticorps. Voilà, donc si une personne est de groupe A, elle a un antigène A et un anticorps B, anti-B. Donc si jamais il rencontre un antigène B, il va se lier à lui et on aura une coagulation, une agglutination des globules rouges. Donc elles vont se coller entre elles et en plus de ça il y aura un éclatement des globules rouges qui ont cet antigène B dans ce cas là, parce que l'anticorps va attaquer cet antigène et ça va éclater. Cet éclatement des globules rouges, on l'appelle hémolyse. Pourquoi? Donc hémo, on a dit c'est pour le sang, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hème dans chaque globule rouge, et la lyse c'est la destruction, donc la destruction des globules rouges. Et ceci se passe en cas d'erreur de transfusion, c'est-à-dire qu'on met des globules rouges de type de groupe B avec des globules rouges de type A. Bien sûr, comme on a dit, cette lettre réfère à l'antigène, et quand il y a l'antigène, il n'y a pas l'anticorps
donc du même antigène bien sûr. Et il aura au contraire un anticorps anti-B. Et celui-là, il est de groupe B, il aura donc l'antigène B et il aura l'anticorps anti-A. Voilà. Donc si jamais il se lie au A, il y aura l'hémolyse comme on a vu. Une personne de groupe O, ou bien 0 si vous voulez, 0 parce qu'il a 0 antigène, il n'a que des anticorps. Il va avoir l'anticorps anti-A et l'anticorps anti-B. Donc si jamais il est mis en présence de globules rouges de type A ou bien de groupe donc B, il y aura la destruction de ces globules rouges. À présent, on va ajouter quelques détails concernant le sang. Donc, que contient le sang? On va mettre ce flacon qui contient donc du sang. On avait vu qu'il y avait 45% de globules rouges. Et le reste, c'est 55%, c'est du plasma. Ce plasma, qu'est-ce qu'il sert, à quoi il sert? Il sert au transport de différentes substances et à la pression oncotique. La pression oncotique via les protéines. Pourquoi? Parce que ces protéines, quand elles se trouvent dans un liquide, elles vont attirer l'eau. Et donc, grâce à ces protéines qui sont dans le plasma, le sang peut garder l'eau. Et donc, il ne passe pas entièrement dans les différents organes et vers les différentes cellules. Parce que sinon, on aurait une personne toute gonflée d'eau avec donc l'eau qui est à côté de ces cellules en grande quantité. Donc, à quoi sert le plasma aussi? Il contient des électrolytes qui sont des petites molécules chargées électriquement, des substances nutritives pour nourrir les différentes cellules, les dérivés des métabolismes donc ce sont des substances qu'on obtient après la dégradation d'autres substances, comme on va le voir dans peut-être d'autres vidéos. Il contient des hormones qui sont les molécules de communication qui passent à travers le sang, dont on a vu l'érythropoïétine. On a les gaz, donc différents gaz se trouvent dans ce plasma. Les protéines, bien sûr, comme on a dit, et dans ces protéines, on a l'albumine, qui représente une grande fraction des protéines du plasma. Et à quoi servent ces albumines? Elles servent principalement à ce qu'on a dit, la pression oncotique. On a aussi des globulines dans ce plasma. Les globulines servent notamment... donc parmi les globulines, on a les anticorps. Donc ces molécules peuvent servir à la défense. On a aussi des fibrinogènes qui sont des protéines qui servent... Donc des protéines qui servent à la coagulation du sang. Donc vous pouvez les imaginer ces fibrinogènes comme étant des petits fils, et quand on a beaucoup de fils qui se rassemblent, ça fait donc cette chose qui est entremêlée, ça empêche le sang de circuler et donc ça cause la coagulation. À présent, qu'est-ce que c'est que le sérum? Le sérum, c'est tout simplement ce plasma, moins ces fibrinogènes et moins les protéines de coagulation. Qu'est-ce que c'est que l'hématocrite? Et ces noms, il faut les connaître. Donc l'hématocrite,
c'est la fraction des globules rouges sur le sang total. Donc, chez une personne normale, ça fait 45% chez l'homme et 42% chez la femme. Quelles sont les cellules que contient ce sang? On a les érythrocytes ou bien globules rouges ou bien hématies. Tout ça, ça représente la même chose. On en a 5 millions par millimètre cube de sang. Et à quoi elles servent? Elles servent au transport de l'oxygène et du CO2 bien sûr. Pourquoi? Pour emmener ce CO2 vers le poumon et pour qu'il sorte du corps. On a aussi des leucocytes qui sont tout simplement un autre nom pour les globules blancs, mais on en a une très petite fraction. Donc seulement 1% des cellules sanguines. À quoi elles servent? Elles servent principalement à la défense. Et on a les plaquettes qu'on a vues aussi. Les plaquettes, elles représentent aussi une toute petite fraction des cellules sanguines. Elles servent à faire le clou ou bien le caillot sanguin, c'est-à-dire qu'elles forment un caillot, elles s'entremêlent pour entraîner la coagulation du sang. Et à quoi ça sert? Ça sert au cas où il y a une hémorragie, c'est-à-dire un écoulement de sang hors du corps. Ça sert à boucher l'endroit du vaisseau qui est coupé ou bien lésé, et comme ça empêche le sang de sortir. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le cœur plus en détail.